Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve de nouveau en vidéo pour un point lecture avec 7 titres à vous présenter. Donc on ne va pas traîner en introduction, on va démarrer tout de suite. Donc tout d'abord, le tome 7 de Sarah Normal, Vision et Mystère de Phoebe Rivers chez PKJ. Que je vous rapproche, désolée avec les reflets de la fenêtre, c'est pas toujours facile. Donc ici on y retrouve Sarah qui vit à Stellamar avec son père et Lady Azura. Oui, voilà, c'est ça le nom, j'étais plus sûre. J'aime beaucoup les aventures de Sarah. Donc Sarah est une jeune fille qui dans ce tome 7 a 13 ans. Elle a des pouvoirs un peu à la Ghost Whisperer, c'est-à-dire qu'elle peut voir et communiquer avec les défunts, avec les fantômes. Et en général, si ils sont restés là, c'est qu'il y a une raison qu'ils font qu'ils ne passent pas à autre chose. Donc on suit à chaque fois des petites enquêtes comme ça. Elle est entourée de ses amis. Et dans ce tome, elle va se rendre compte que dès qu'elle touche un objet ayant appartenu à une personne décédée, elle voit des souvenirs de ces objets. Un pouvoir que jusque-là, elle n'avait pas et qui commence à se manifester, mais qui prend beaucoup d'ampleur et la terrifie encore plus que les dons précédents qu'elle pouvait avoir. Et on va la suivre à travers cette nouvelle histoire où les choses ne sont pas si simples, où on pense qu'elle est suffisamment grande, donc elle a un nouveau don, mais elle ne se sent pas avoir les épaules pour y arriver. Et donc on va la suivre dans sa découverte de ce don, dans ses tentatives de le maîtriser, de voir qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Et voilà, c'est une série jeunesse que moi j'aime beaucoup. C'est des tomes qui sont entre 5 et 6 € l'unité, on en est au 7e. Et à chaque fois qu'il y en a un qui sort en librairie, je me précipite pour l'acheter et en général il est lu dans la foulée. C'est vraiment... ça fait environ 140 pages, c'est comme ceci. Là en plus il y a une histoire avec un chien qui paraît abandonné, qui a probablement des propriétaires. Enfin, il y a pas mal de choses. Lady Azura est une femme assez mystérieuse et assez extravagante. On a son père qui n'est pas très à l'aise avec tout ce qui est le surnaturel, hein, clairement, et qui préfère qu'on parle de ça quand il n'est pas dans les parages. On a aussi les histoires de cœur d'adolescentes avec Sarah et ses amis. Cette petite ville où tout le monde se connaît. Enfin, il y a pas mal d'éléments qui font que moi j'aime beaucoup cette série et je ne peux que vous la recommander. Elle est conseillée à partir de 8 ans et je pense qu'à partir de 8 ans, en effet, c'est juste parfait. Donc c'est des petits livres courts. Pour l'été, par exemple, avec les vacances, ça permettra de faire découvrir de belles histoires aux enfants. Et puis si comme moi vous aimez la littérature jeunesse, peu importe votre âge, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, les éditions Flammarion ont eu la gentillesse de me faire parvenir Malenfer, le tome 6 Arachnia de Cassandra O'Donnell, donc chez Flammarion Jeunesse. Donc depuis le temps, vous savez que j'aime d'amour cette série, que c'est une série que j'aime tout. Il y a tout ce que j'aime dedans. Il y a de la magie, il y a du mystère, il y a des dons, il y a des personnages qui ne sont pas parfaits, qui ne maîtrisent pas leur pouvoir en un claquement de doigts et tout roule. On a des histoires d'amitié, des histoires de cœur, on a des adultes qui sont bel et bien présents, on a tout un tas de créatures fantastiques, tout un tas de dangers divers et variés. Enfin, on a tout un combo de choses qui me plaisent énormément dans cette série. Donc ici on retrouve Zoé et Gabriel. Ils sont tous les deux en quête de maîtrise de leur pouvoir parce que voilà, ils ne les maîtrisent toujours pas absolument. D'ailleurs Gabriel va en faire les frais puisqu'il va se laisser... ils vont se rendre compte les enfants qu'en fait leurs humeurs, leurs émotions ressurgissent en fait et que s'ils ne les contrôlent pas, ils ne se contrôlent plus eux-mêmes et par conséquent ne contrôlent plus leur pouvoir. Et malheureusement des choses dramatiques peuvent arriver et Gabriel va en faire les frais et découvrir quel acte ça a provoqué, enfin quel acte. Qu'est-ce qui découle du fait de sa perte de maîtrise? On va dire ça comme ça. Zoé, quand elle va faire la rencontre de Arachnia, cette grosse araignée assez effrayante qu'il y a sur la couverture. Il faut savoir que moi j'aime pas les araignées parce qu'elles m'aiment beaucoup trop et qu'elles viennent tout le temps me bouffer. Sauf que je suis allergique aux piqûres d'araignées, aux piqûres d'insectes. Donc je les aime bien dehors mais loin de moi en fait. Voilà. Donc je me suis dit bon super, ça commence bien. Mais ça va. Je veux dire on n'a pas trop de détails sur ces pattes velues, ces choses donc ça passe plutôt bien. Mais encore une fois voilà, c'est un vrai bonheur de replonger dans ce tome 6
qui normalement aurait dû être le dernier, et je suis hyper contente parce qu'il y en aura un autre. Donc je suis plus que ravie. C'est difficile pour moi de vous en parler sans spoiler puisqu'on est quand même dans un tome 6. Mais voilà, si vous aimez la plume de Cassandra O'Donnell, si vous aimez les univers de fantasy jeunesse, avec des personnages qui sont loin d'être parfaits, mais qui tentent de faire de leur mieux et d'apprendre de leurs erreurs, le fait qu'on ait des créatures magiques diverses et variées, on a aussi un dragon, on rencontre de nouveaux personnages qui valent le détour également. On a des elfes, des trolls, des gobelins, des lycanthropes, enfin, on a toute une pléiade de créatures fantastiques. Et il y a une histoire de quête, il y a une histoire de danger, il y a une histoire de prophétie. Enfin, il y a tout un tas de choses qui font qu'on se régale avec ce livre. De plus, il y a toujours des illustrations de Jérémy Fleury à l'intérieur. On a toujours le côté très humoristique, limite sarcastique de Elsmar le dragon. Voilà, Arachnia. J'essaie de vous montrer des images qui ne spoilent pas trop, parce que là il y en a une, mais ça risque de spoiler quelque chose. Donc je préfère éviter. Voilà, on en a une avec les adultes, et une grosse araignée à l'envers, pas au plafond. Mais voilà, c'est vraiment une saga que je ne cesserai de vous recommander. C'est à partir de 10 ans. Voilà, les tomes sont à 10 € pièce, c'est loin d'être excessif, il y a quand même des illustrations, ils font en moyenne 250 pages et l'histoire est vraiment captivante et voilà, je pense que autant les enfants que les adultes qui aiment la littérature jeunesse, ils trouveront leur compte. Moi je sais que je les avais conseillés à ma meilleure amie pour son fils, qui aime lire mais quand il en a envie en fait, et c'est vrai qu'il aime beaucoup Malenfer, donc voilà, c'est quand même une série que j'ai recommandée aussi à d'autres gamins ou d'autres gamines, ou préadolescents comme vous voulez. Je voudrais froisser personne, et qui en général ont plutôt aimé. Donc c'est que ça marche aussi bien sur les adultes que sur les enfants. Et voilà, si vous ne connaissez pas, je ne sais plus quoi vous dire pour que vous vous précipitiez sur cette série pour la découvrir. Bonjour tout le monde, donc désolée pour la coupure et le changement de décor, mais j'ai plus de batterie sur le caméscope, donc j'ai dû le mettre en charge pour continuer cette vidéo. Donc maintenant je vous présente Frisette la petite sorcière, écrit et illustré par Carole Evan en auto-édition. Donc ici on va y suivre Frisette, donc une petite sorcière qui vit éloignée des humains puisqu'elle a formellement l'interdiction formelle plutôt de s'en approcher, puisqu'on sait tous que les sorcières terrifient les humains. Et la particularité de Frisette, c'est que non seulement elle se sent seule, mais elle aime aussi faire tout des rimes en hête. Ce qui va provoquer des passages de cet album et des dialogues plutôt marrants qui devraient faire sourire les plus jeunes, si ce n'est pas les faire rire aux éclats. Et un beau jour, lors d'une promenade, elle va tomber sur Zoé, une jeune fille humaine, et va vouloir devenir amie avec elle. Donc comment les choses vont se passer. Ensuite, je vais vous parler de Gardien des Cités Perdues, le tome 7, Rémi. Ensuite, je vais vous parler du tome 7 de Gardien des Cités Perdues, Réminiscence, de Shannon Messenger aux éditions Lumen, que j'ai lu en lecture commune avec Tania, Sylvie et Marilyn, comme d'hab, j'ai envie de vous dire. Donc dans ce tome 7, on va retrouver tous nos personnages, on va se retrouver avec, dès le début du tome, de l'action. Alors d'habitude, on n'a pas l'habitude de rentrer directement dans le vif du sujet comme ça. Là, dès les 50 premières pages, on est dedans. Je sais que beaucoup regrettent que beaucoup disent que à partir du tome 4, les tomes sont longs, que les tomes mettent trop de temps à se mettre en place. Moi, j'ai toujours pas ce ressenti malgré la lecture du 7 en fait. Moi, en fait, dès le début, je suis dedans jusqu'à la fin. Je ne trouve pas de lenteur, je ne trouve pas qu'il y ait des longueurs. Tout le monde critique un peu le triangle amoureux aussi. Moi, en fait, je n'aime pas ça, et pourtant, dans ce livre-là, il passe, parce que on n'axe pas tout dessus en fait, il y a largement autre chose à côté qui fait que du coup il passe en douceur le triangle amoureux sans qu'on le voit vraiment venir. Je suis désolée pour les reflets, c'est casse-pied. Voilà, il y a encore une fois beaucoup d'action, on a aussi des révélations, on a un danger qui est de plus en plus pesant, un danger qui est de plus en plus... comment dire, toujours plus... ouais, toujours plus présent, toujours plus oppressant, et l'issue est plus que jamais incertaine. J'ai un peu peur de savoir comment les événements vont se terminer
pour cette série. Alors je sais qu'il y a un tome 8 qui sort au mois de novembre, mais je crois, il me semble avoir vu que ce n'était pas le dernier. Alors après je ne sais pas combien d'autres il y en aura, mais quelque part j'ai envie de savoir comment tout ça va finir, et d'un autre côté j'ai toujours autant de plaisir à retrouver les personnages et à replonger dans cet univers que du coup je suis pas pressée non plus de le quitter. Mais j'avoue qu'à chaque fois les gens ont à chaque fois attendu un an avant d'avoir le tome suivant. Nous ça va, du coup vu qu'on a commencé la série cette année, on a pu se marathonner les 7 tomes et on n'a pas trop longtemps à attendre pour avoir le tome 8. Mais si on doit attendre un an après pour avoir la suite, je sens qu'on va... On va péter un plomb avec les filles, clairement. Mais moi, j'aime toujours autant. Je ne retrouve pas les défauts qu'on a pu citer pour cette série. C'est vraiment une série qui me captive du début à la fin. Il n'y a pas un seul tome que je n'ai pas aimé. Maintenant, les personnages qui restent mon chouchou. J'apprécie beaucoup Sophie, Dex et certains autres, dont je tairai les noms parce qu'on ne les rencontre pas tout de suite et je ne voudrais pas vous spoiler. Par contre, Fitz, clairement dans ce tome, m'agace au plus haut point. Il m'agace encore plus que dans les tomes précédents en fait. Plus on avance, plus je le trouve égoïste, plus je le trouve injuste, plus je le trouve mauvais par moments. Je comprends pas sa façon d'agir. Pour moi c'est impensable en fait. Au lieu de se poser les bonnes questions et au lieu de réfléchir de façon intelligente, c'est quand même des ados de 15-16 ans, donc à un moment donné, il serait temps qu'ils se mettent à réfléchir correctement. Mais non, il passe ses nerfs sur les premiers venus, il en veut à la terre entière et ça commence à me fatiguer en fait. En fait, clairement, Fitz, dans ce tome, j'ai eu envie de le frapper. Alors désolé pour ceux qui sont team Fitz, mais en fait ce personnage me gonfle sévèrement. Donc voilà. En plus il y avait quelque chose qui s'est passé dans le tome, par contre un truc que je ne voulais pas qu'arrive. Avec Marilyn on était toutes les deux d'accord. C'est arrivé, mais la fin va peut-être nous sauver. Parce que quand on voit ce qui est écrit à la fin, je me dis peut-être bien que ça va être changé et ce serait pas pour nous déplaire avec Marilyn. Donc voilà. Mais je prends toujours un réel plaisir à découvrir ce monde peuplé d'elfes, ce monde magique, ce monde avec une mythologie, enfin des créatures. L'autrice elle a vraiment créé un univers à part entière avec un univers qui lui est propre, qui est riche, qui est complet, et j'aime infiniment cette série. Donc si vous n'avez toujours pas lu Gardien des Cités Perdues, comme c'était le cas pour moi il y a encore pas très longtemps et pour les filles, franchement n'hésitez pas parce que cette série vaut vraiment le détour. Je sais qu'il y a beaucoup de tomes, ils sont épais, maintenant on ne voit pas le temps passer et ça se bouffe tout seul, clairement. Mais j'adore et vivement la sortie du 8. Bon, désolé, nouvelle pause obligatoire, pas eu le choix. J'ai eu un coup de fil, donc voilà. Donc on reprend le point lecture avec cette fois Autour de Jupiter de Gary D. Schmidt, publié aux éditions Bayard. Donc c'est un livre que m'a gentiment prêté Marilyn et que j'avais très envie de découvrir quand j'avais repéré dans les sorties livresques. Si vous voulez une chronique détaillée, elle l'est beaucoup plus à mon avis sur le blog que ce que je vais vous raconter, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est en barre d'infos. Et au moment où vous aurez cette vidéo, c'est la dernière chronique postée, donc elle est tout en haut. Donc ici, on va y découvrir Joseph, un jeune homme un ado de 14 ans, qui a presque tué un enseignant, qui a été envoyé dans un centre de rééducation à... Comment ça s'appelle ? Stone Mountain, et qui a une fille qui s'appelle Jupiter, et il ne l'a jamais vue. Joseph va se retrouver dans la famille Hurt, la famille des parents et de Jack, un jeune garçon qui a 11-12 ans parce qu'il est en 6e, donc il a à peu près cet âge-là. Cette famille vit à la ferme, c'est une famille tranquille, généreuse, gentille, simple dans sa façon de vivre. Ils sont dans une ferme avec des animaux et donc Joseph va être placé chez eux comme famille d'accueil et il va découvrir cette nouvelle famille qui sera la sienne, en tout cas pour les mois à venir. Joseph n'a qu'une idée en tête, c'est de rencontrer sa fille, de trouver un moyen de la rencontrer, de la voir. Il ne veut absolument pas qu'elle soit éloignée de lui et qu'il ne puisse jamais la connaître. Et on va suivre toute la reconstruction de ce gamin de 14 ans qui a été déjà bien amoché et bien brisé par la vie, qui n'a pas eu une vie facile. On comprend très rapidement, même si on ne sait pas de quoi il retourne au juste. À son comportement, on se doute que les choses qu'il a vécues n'étaient pas forcément toujours très justes, même souvent injustes, et qu'il a dû vivre des choses ignobles, parce que la moindre chose va provoquer des situations
qui moi me choque parce que je me dis, un gamin de 14 ans, pour ce qui s'est passé, ne devrait jamais avoir à agir comme ça en fait. C'est là qu'on comprend toute la puissance de ce qu'il a pu vivre en pleine poire. Et je peux vous dire que je suis passée par tout un tas d'émotions avec ce livre. Hein. Et le fait qu'il arrive dans cette nouvelle ville, il va devoir aller dans un nouveau collège, rencontrer de nouveaux professeurs, de nouveaux personnels encadrants comme le directeur, etc. Les nouveaux élèves. Et tout le monde ne va pas être sympa avec lui. Certains vont décider d'essayer de l'aider et de lui montrer qu'il a un potentiel à ne pas gâcher. Alors que d'autres ne pensent qu'à une chose, c'est à l'humilier, à l'harceler, à le frapper, à le démoraliser, à appuyer là où ça fait mal. Et clairement à se comporter comme des gros cons, il n'y a pas d'autre mot à un moment donné, c'est ça. Et ce livre est très poignant. Il n'est pas spécialement fait pour être un tire-larme, mais ce livre dénonce pas mal de choses, pas mal de thématiques importantes. Dès le début, on comprend qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec Joseph qui est juste cruel. Et dès le début, j'ai été profondément touchée par ce personnage. Au fur et à mesure des pages, mon affection pour lui s'en est trouvée renforcée. J'espérais pour lui, j'avais peur pour lui. Je croisais les doigts pour qu'il touche des doigts son but. Et l'auteur a su me surprendre de par le nombre de thématiques différentes à aborder, de par certains événements qui se passent que je n'avais pas vu venir, et par cette fin, quoi. Cette fin m'a clairement laissé sur le cul, il n'y a pas d'autre mot. Désolée, c'est pas très poli, ni joliment dit, mais voilà, c'est la vérité. Je suis restée sur les fesses, je m'attendais, mais alors tellement pas à cette fin, que j'en suis restée bouche bée pendant un moment. Marilyn a eu mes impressions en direct, je pense que ça a bien dû lui faire rire, parce qu'au fur et à mesure de ma lecture, elle se prenait des messages. C'est un livre qui m'a totalement chamboulée, un livre qui m'a fait réfléchir sur beaucoup de choses, des thématiques sur lesquelles j'ai déjà eu des sujets de réflexion, mais ce livre permet de pousser la réflexion encore plus loin. Je sais même pas trop comment vous en parler pour vous donner envie de lire ce livre. C'est un contemporain jeunesse avec des thématiques qui sont malheureusement toujours beaucoup trop d'actualité. Il y a d'énormes efforts à faire sur ces thématiques-là pour espérer un jour que tout cela, à défaut de cesser, parce que je me crois pas au pays des bisounours, hein, mais qu'au moins tout ça diminue, tout ça prenne moins d'ampleur, parce que c'est des thématiques qui malheureusement au fil des années, on a beau être au 21e siècle, qui au contraire deviennent de plus en plus graves, de plus en plus urgentes à traiter. Et malheureusement à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de réels moyens, on va dire, de contrer ça, sauf pour une des thématiques. Mais là c'est pareil, il y a un travail d'information encore plus important à faire dessus, parce que visiblement ça ne suffit pas. Donc voilà, j'ai vraiment été bouleversée par ce roman. Si vous ne connaissez pas, je peux que vous le recommander. Il est à 13,90 €, donc c'est un petit prix pour un grand format. Et je regrette absolument pas ma lecture. J'ai l'impression de ne pas trouver les mots pour vous en parler à sa juste valeur. En tout cas à l'oral, puisque je pense qu'à l'écrit, je m'en suis déjà beaucoup plus sortie, on va dire ça comme ça. Donc voilà, si je vous ai donné un tant soit peu à l'oral, que je vous ai un tant soit peu intrigué concernant ce roman, n'hésitez pas à aller lire ma chronique. Je pense qu'elle se lira quand même relativement vite, et j'appuie plus sur certains aspects. Après je peux pas trop en révéler non plus, parce que ce serait spoiler le cours des événements du roman et vous gâcher toute la surprise et gâcher tout ce qui fait la force de ce roman. Donc je peux pas trop parler d'histoire, mais en tout cas on a des personnages touchants. J'ai beaucoup aimé la famille dans laquelle Joseph va se retrouver. Il y a certains adultes que j'ai profondément aimés, il y en a d'autres que j'avais profondément envie de frapper. J'ai eu envie de hurler, j'ai pleuré, j'ai souri, j'ai rigolé à un moment donné, j'ai eu envie de casser quelque chose. Enfin, ce livre m'a bousculé de A à Z, et franchement il est à lire et je vous le recommande très fortement. C'est un roman qu'on peut lire dès 12 ans, et je recommande aussi bien aux ados qu'aux adultes de le lire. Ça peut peut-être pousser à la réflexion et à des discussions avec les adolescents, justement, si on a dans votre entourage, ou simplement vous apporter une histoire si vous êtes adulte
qui vous donnera peut-être matière à réflexion, mais qui aussi, quelque part, c'est une belle histoire, même si les choses sont pas simples, les choses sont difficiles, et c'est un livre qui clairement ne nous laissera pas indemne en fait après lecture. Voilà, mais je sais même pas comment vous en parler, et celui qui arrive c'est pareil, je vais pas savoir comment vous en parler. D'ailleurs je vais le garder pour la fin celui-là en fait. Mais voilà, une lecture que je vous recommande énormément. Donc on va commencer par un autre livre où je sais déjà ce que je vais dire, contrairement au dernier où je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir vous faire un résumé de ce livre. Donc on va parler de Anne et Jack, le tome 1, Fantômes et Tentacules, de Camille Salomon aux éditions Nat Éditions, que j'ai reçu en service presse. Donc dans Anne et Jack, on va suivre Anne, une jeune fille de bonne famille. Son père a une plantation, on est à Charleston dans les années 1700, donc quand l'esclavagisme est déjà en place. Voilà, son père a une plantation de sucre, je crois. Enfin, je ne sais plus, mais il a une plantation. Et sa fille, clairement, n'a pas envie, elle a 13 ans, elle n'a pas envie de se marier comme le veut les traditions à cette époque. Elle n'a pas envie de passer sous la tutelle entre guillemets de son père à celle d'un mari. Elle rêve de liberté, elle rêve d'aventure et elle ne veut absolument pas devenir une bonne petite fille bien sage pour devenir ensuite une bonne épouse, une bonne mère, etc. Un jour il va se passer quelque chose, elle va fuir de chez elle et elle va embarquer sur un bateau, un sloop, je ne sais plus son nom. Et elle va partir sur ce bateau en se faisant passer pour un garçon. Et sur ce bateau, ce n'est autre qu'un équipage entièrement de pirates. Elle va y rencontrer Jack, un jeune homme du même âge qui est en aide cuisinier. Et même si lui, dès le début, se doute bien que c'est pas forcément un garçon, il ne va rien dire, il va garder le secret. Et donc on va suivre sa quête d'aventure, sa quête de liberté, mais aussi sa découverte du monde réel de la piraterie et pas seulement de ce qu'elle a pu voir de temps à autre ou entendre. Là, elle va être carrément au cœur des codes de la piraterie et elle va tout découvrir de A à Z au final, puisque c'est très loin de la vie qu'elle menait. Malheureusement, moi j'ai eu un gros problème avec le personnage de Anne dans ce livre. Si j'avais trop... Alors dans ma chronique, et c'est ça qui me pose énormément de problème aussi, c'est que je n'ai pas eu toutes les informations quand j'ai fait ma chronique et que j'ai lu le livre. Je vous expliquerai après pourquoi. Dans ma chronique, je dis clairement que pour moi, le comportement de Anne n'est pas crédible au vu de son âge. Qu'il y a des choses qui se passent qui pour moi manquent de réalité. Puisqu'on nous dit que c'est un univers de fantasy jeunesse, fantastique jeunesse, pardon. Voilà. Et moi, il y a des choses qui m'ont dérangée, il y a des choses que je n'imagine pas, des choses qui pour moi ne me semblent pas crédibles le moins du monde. En plus, l'héroïne à un moment donné fait un choix qui moi m'a profondément choquée. Je me dis, mais en fait, non, tu peux pas te permettre de faire ça, enfin, t'as pas de cœur, c'est pas possible. À un moment donné, alors au début elle dit ça et on se dit ok, et après quand elle développe ses propos, je me dis non mais elle a craqué en fait, il y a un truc qui va pas quoi. Et ça m'a profondément énervée et choquée. Le problème c'est que quand j'ai ensuite posté ma chronique sur mon blog, l'autrice est venue me dire qu'en fait ces personnages ont réellement existé. Donc déjà, pour moi, à partir du moment où on s'inspire de personnages existants, pour moi, on est obligé de le préciser dans l'ouvrage. C'est-à-dire que moi, dans l'e-book, à aucun moment, on nous dit que ces personnages ont existé. À aucun moment, on nous dit que c'est inspiré de leur vie. À aucun moment, on a la moindre mention. Donc l'autrice me dit qu'il y a le lien vers son site internet. Alors le site internet Anne et Jack, je ne sais plus quoi. D'accord, mais moi quand je lis un roman, je passe spécialement sur le site de l'auteur derrière concernant le roman. Pour moi, s'il y a ce genre de choses qui est mise en place dans le roman, ça doit être écrit dans le roman. Soit en début de livre, soit à la fin du livre. Or, j'ai tourné les pages jusqu'à la dernière, à aucun moment on nous précise ceci. Donc en fait, ce que moi je jugeais non crédible et qui m'a choquée, il s'avère qu'en fait, d'après les écrits qui ont été trouvés, en fait, Anne est même pire que ce qu'on a dans le livre.
Alors même s'il y a des choses qui sont sans doute totalement inventées, ça je ne dis pas le contraire, et je trouvais la mythologie du coup super intéressante, et la plume fluide, agréable à lire, etc. J'avais vraiment un problème avec ce personnage de Anne, moi, dans ce roman. Mais de savoir que elle a vraiment existé, que ce qu'elle a fait dans sa vie était bien pire, j'ai toujours ce problème de crédibilité et de réalisme. J'ai beau savoir que le personnage est réel, pour moi je comprends pas comment à 13 ans on peut agir à sa guise comme ça et se passer comme ça. Alors je ne sais pas comment c'était à Charleston dans les années 1700, clairement, hein, on n'y a pas vécu, je n'ai pas assez d'ouvrages sur le sujet pour savoir. Mais ce côté de Anne qui m'a exaspérée, qui m'a énervée, reste, il est présent et ça ne changera rien qu'elle soit réelle ou qu'elle ne soit pas réelle. Maintenant, j'ai mis en avant dans ma chronique le fait que la mythologie était intéressante, etc., que ça changeait. Mais au final, je me rends compte en lisant ce qui est écrit sur le site de l'autrice, que oui, il y a une partie qui a été entièrement créée, puisqu'on n'a pas, apparemment, il n'y a pas d'écrits qui ont été trouvés sur le déroulement des choses, etc. Donc ça a été sans doute créé par l'autrice. Maintenant, il y a quand même beaucoup de choses qui sont tirées de l'histoire vraie, des articles qu'on peut avoir, notamment sur Wikipédia, etc., que j'ai cherché par moi-même. J'ai un problème avec ça. Parce que je me dis, on nous le vend comme un livre... on nous le vend, dans mon cas, on me l'a proposé. Comme un livre fantastique, donc un livre entièrement imaginé. Et en fait, non. Les inspirations débutent avant toute chose de faits réels. Et à partir du moment où on n'a pas été informé avant, j'ai l'impression d'avoir été lésé dans l'histoire. J'ai l'impression d'être passé pour la dernière des cruches. Parce que clairement, moi en piraterie, je n'y connais absolument rien, clairement. Hein. Je vais peut-être en choquer certains, mais même les films comme par exemple Pirates des Caraïbes, je ne les ai pas regardés. Je n'ai pas apprécié ce que j'ai vu du premier, donc j'ai abandonné. Ce n'est pas un univers qui me captive au point de faire des recherches, etc. Donc personnellement, je ne connaissais pas ces personnages, je ne savais pas qu'ils avaient réellement existé, ni quel était éventuellement leur vécu. Donc au final, j'ai mis une chronique avec un avis plus ou moins mitigé, on va dire. Et aujourd'hui, je me retrouve à faire un avis en vidéo qui au final n'est plus spécialement mitigé, mais qui me met en colère parce que j'ai eu l'impression de m'être fait avoir. Je ne sais pas si oui ou non légalement on est obligé de l'indiquer. Maintenant, je trouve que par respect envers le lecteur, à partir du moment où les personnages ont réellement existé et où on a pris certains aspects de leur vie, ça doit être écrit qu'on s'est inspiré de tel et tel personnage ayant réellement existé à telle époque. Pour moi, c'est quelque chose d'impensable d'agir de cette manière. Et c'est vrai que pour ce titre-là, je suis en colère, clairement. Ça me saoule, je n'aime pas cette façon de faire. Et si j'avais un doute sur le fait de lire la suite éventuellement, parce qu'il y a obligatoirement au moins un tome 2, vu que c'est un tome 1, tome 2 où l'autrice me dit que justement l'esclavagisme, parce que j'avais reproché que l'esclavagisme dans ma chronique, enfin reproché, j'ai porté l'attention sur le fait que l'esclavagisme n'était pas assez développé pour moi, que j'aurais aimé en savoir plus. Elle m'a dit que ça viendrait dans le tome 2, mais du coup au vu des événements qui se sont découlés après ma chronique, si au début je ne savais pas si je lirais la suite ou non, aujourd'hui il est clair que je ne lirai pas la suite. Parce que moi c'est quelque chose que je ne cautionne pas. Après chacun est libre de penser ce qu'il veut, chacun est libre de faire ce qu'il a envie, mais moi c'est quelque chose que je ne cautionne pas et du coup je compte pas lire la suite, clairement. Après voilà, je vais peut-être m'attirer les foudres encore une fois. Vous savez que je ne pratique pas la langue de bois, que quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Donc aujourd'hui je vous parle de ce livre. Voilà. Et le dernier, alors là, c'est pas un coup de cœur, mais il en est passé pas loin, tout comme pratiquement tous les livres de cette vidéo, excepté celui que je viens de vous présenter juste avant. On a Les Faucons de Ravera, le tome 1 de Melissa Caruso qui se nomme La Sorcière Captive chez Brajan dans leur collection Bing Bang. Et on l'a lu la semaine dernière avec Marilyn. Je ne sais pas comment vous résumer ce livre en fait. Clairement, je ne sais pas. On est dans la ville de Ravera. À Ravera, on a un empire avec les accords sérénissimes. Si je ne dis pas de bêtises, c'est comme ça qu'on le prononce. Ça doit être quelque chose comme ça. Et on va découvrir surtout Amelia Cornaro,
l'héritière, la ligne héritière d'une famille puissante. Donc il faut savoir que les personnes puissantes qui sont un jour sujets à hériter d'un trône au Conseil des Neufs ne doivent en aucun cas devenir fauconniers. Donc qu'est-ce que sont les faucons et les fauconniers? Les faucons sont des personnes, des enfants, qui développent des pouvoirs différents. Ça peut être contrôler la foudre, ça peut être contrôler le feu, ça peut être tout un tas de choses. Et en fait, on les distingue tout simplement parce qu'à l'intérieur de l'œil, ils ont un cercle de couleurs qui se manifeste et qui montre qu'ils ont des dons. Ces fauconniers, si on les laisse agir à leur guise, sans contrôle, sans rien, peuvent se perdre dans leur pouvoir et tout dévaster, tout raser sur leur passage, y compris leurs proches, les maisons, enfin ils peuvent démolir un empire à eux tout seuls. Et donc ils ont des fauconniers avec un bracelet qui s'appelle un G qui bride leur pouvoir, et le fauconnier, ils vivent tous les deux ensemble au mu, un endroit spécifique, où on les aide à contrôler leur pouvoir, où on leur bride leur pouvoir le temps qu'ils les maîtrisent. Maintenant, après, ils ont un mot pour débloquer les pouvoirs et un mot pour les rebrider au cas où les choses tourneraient mal. Souvent, le fauconnier et le faucon s'entendent très bien. Souvent, les faucons sont assez libres de faire les choses, à condition que leur fauconnier les accompagne, au cas où il y aurait un souci. Un jour, Amalia, enfin un soir, elle était partie se promener et chercher un livre. Elle va croiser dans une ruelle une jeune fille qui est mise à mal par 3 hommes. Elle va vouloir intervenir pour les aider. Et elle va vite se rendre compte que cette jeune femme n'est pas sans défense, puisqu'elle a le pouvoir du feu. C'est une fauconnière qui n'a pas été emmenée au mu étant enfant, qui n'a pas appris à contrôler ses pouvoirs et qui du coup est incontrôlable. Quand les 3 hommes se retournent vers Amalia, le faucon, Zera, va donc laisser échapper son pouvoir et voilà, le feu va clairement, littéralement, cramer ces hommes. Un homme qui est un fauconnier va arriver dans la rue et va demander à Amalia s'il peut l'aider pendant que lui fasse diversion, qu'elle lui mette le G pour brider ses pouvoirs avant que tout Ravera ne parte en fumée et en cendres. Amalia va accepter avant de se rendre compte de ce qu'elle vient de faire en fait. Puisque du coup, elle va se retrouver liée à vie avec son faucon. Et normalement, son rang d'héritière d'une riche famille n'est pas compatible. Normalement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un fauconnier ne peut pas être issu des personnes placées hautes dans l'aristocratie qui sont un jour amenées à prendre des décisions sur l'Empire et les accords sérénissimes. Je sais même pas trop... C'est compliqué de vous parler de ce livre en fait, hein. Zera va donc être obligée d'aller au mu. Elle qui ne veut pas être un faucon, qui ne veut pas être une arme, qui ne veut pas être un objet au service de l'Empire, qui veut garder sa liberté, etc., va avoir beaucoup de mal à accepter ça. Elle est très intransigeante, elle est très cash. Elle s'en fout qu'on soit un paysan, un mendiant ou quelqu'un de la haute société, elle parlera aux personnes sur le même ton, hein, clairement. Soit elle les apprécie, soit elle les apprécie pas. Elle va découvrir d'autres faucons, d'autres fauconniers également au mu. Et tout va être très compliqué pour elle, clairement. Mais les choses ne seront pas simples non plus pour Amalia quand le Conseil des Neufs et sa mère vont la prendre. On est vraiment dans un univers de fantaisie très riche, très complet. Le livre est quand même assez dense, il fait plus de 630 pages. Pourtant, ce livre se bouffe, mais à une vitesse. J'ai pris mon temps pour le lire parce que je voulais pas louper des détails. On a vraiment tout l'aspect politique de Ravera, de l'Empire, d'Ardance, du Var... Je sais plus comment ça s'appelle. Il y a un autre endroit, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin bref. De toute façon, je doute de réussir à le prononcer correctement pour être tout à fait honnête. Oui, il y a vraiment tout des complots, des trahisons, tout un aspect politique qui est très prenant. D'habitude, je n'aime pas ça. Sauf que dans le résumé, rien ne me laissait sous-entendre qu'on aurait ce côté politique qui prendrait autant le dessus. Et pourtant, je me suis juste régalée avec ce roman. On n'a pas le temps de s'ennuyer, il se passe
toujours quelque chose, il y a toujours ou des combats, ou des révélations, ou une trahison, ou un complot, ou autre chose, mais il y a toujours quelque chose qui se passe au cours de toutes ces pages. Il y a très peu de moments où on peut se poser, et quand ils le sont, ils sont extra courts. L'auteur mène très bien sa barque. Quand elle nous donne des infos, comme le disait justement Marilyn, quand elle nous donne des infos, c'est pour nous balancer la révélation derrière. À aucun moment elle nous laisse des indices qui peuvent nous amener à trouver par nous-mêmes et pour avoir les réponses dans un tome 2 ou 300 pages après. Non, quand elle vient à parler de quelque chose, elle vous donne le résultat juste derrière. Et on se rend compte en fait que tout est très bien ficelé, très bien mené. Moi personnellement, j'ai pas vu les choses arriver en avance. Il y a un moment donné, je l'ai vu arriver 2 paragraphes avant la révélation. Et c'est à peu près la seule chose que j'ai vu arriver. Donc voilà, c'est pour vous dire. Pourtant, je m'interrogeais, je me demandais qui c'est qui faisait partie du complot. J'ai aussi eu de gros doutes sur un personnage quasiment depuis le début du livre. Pendant tout le roman, je le soupçonnais de faire partie des gens qui faisaient des complots, des trahisons, qui voulaient renverser les choses. Alors qu'en fait, non. C'est d'ailleurs un des rares personnages qui est bon, qui est gentil et qui a à cœur le peuple. Et pour moi, il était coupable. Voilà, comme quoi j'ai soupçonné les mauvaises personnes. Hein. Et puis alors, il y en a d'autres que j'avais pas vu venir, que je me suis pris en pleine poire. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Il y en a, ils sont vraiment cruels, ignobles, tout ce que vous voulez. Alors, en tout cas, ce livre a vraiment un univers, mais complètement dingue, un univers captivant, un univers original, riche, complet. On n'arrête pas sur un cliffhanger de malade, donc on nous laisse sous-entendre sur quoi portera le tome 2. Maintenant, il n'y a pas de cliffhanger, donc ça c'est appréciable. Même si j'ai quand même envie de lire la suite et que si elle était sortie, j'aurais probablement lu dans les semaines à venir. Mais voilà, des personnages attachants, des personnages, pour ceux qui sont des méchants, ce sont de réels méchants. C'est pas des méchants avec un bon fond, même s'il faut bien creuser. Non, non, ceux qui sont mauvais jusqu'au bout. Ils sont juste mais totalement ignobles, ces personnages. Ils sont prêts à faire des choses pour faire accuser d'autres personnes, mais c'est des psychopathes, les gens, clairement, c'est des psychopathes dans cet univers. En tout cas, il est à un cheveu du coup de cœur. J'ai adoré tout. En fait, il n'y a rien qui m'a déplu. J'ai tout aimé. Je sais, bon après la plume et le style c'est traduit par un homme, Vincent Basset, mais en tout cas moi j'ai aimé la façon dont c'était rédigé, la façon dont c'était tourné. Il y a beaucoup d'idées mais excellentes. Voilà, si vous n'aimez pas spécialement de base la fantaisie comme moi, hein, ou que vous aimez la fantaisie, je pense que ce livre sera vous ravir à tous les coups. Il est vraiment excellent, pour moi c'est une petite pépite. Et pour que je dise ça d'un livre de fantaisie, comment dire qu'il faut s'accrocher. Hein. Et regardez-moi cette couverture. J'adore cette couverture. Apparemment, de ce que j'ai vu, alors je sais pas si c'est la couverture définitive, mais elle sera dans les tons blancs et bleus, celle du tome 2. Mais voilà, et en plus c'est un livre qui, vous voyez, mais il ne s'abîme pas en fait. Si vous regardez le dos, vous verrez que le dos n'a rien du tout. En fait, quand je l'ai lu, c'était très agréable parce que du coup j'avais un coussin sur le ventre et il était posé comme ça et je pouvais lire tranquillement. En fait, ils ont fait des livres beaucoup plus souples, ce qui fait qu'il ne s'abîme pas. Vous pouvez le manipuler un peu comme bon vous semble et c'est très agréable pour lire et très pratique pour un livre avec autant de pages. Voilà pour mes avis dans ce point lecture. J'ai déjà peur de passer au montage et de savoir combien de temps va durer cette vidéo. Si elle est trop longue, vous embêtez pas, hein. Mettez-la en pause et reprenez-la plus tard quand vous aurez plus de temps. Vous regardez une partie maintenant et une partie plus tard. Je suis désolée, mais si je ne les mettais pas tous dans le point lecture d'aujourd'hui, j'en ai déjà un que j'ai gardé et j'en ai d'autres qui vont arriver, donc ça aurait été pas possible, ou alors je vous aurais présenté les lectures que j'ai faites là. J'aurais fini par vous les présenter au mois d'août, quoi, fin août, avec un mois de retard, ce qui n'est pas non plus trop le but. Donc voilà. Désolée pour la longueur de la vidéo si vous n'aimez pas les vidéos longues. Et puis ceux qui aiment quand elles sont longues, bah, vous allez être servis avec celle-ci.
Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, si je vous ai donné envie d'en découvrir certains. Si vous connaissez d'autres livres de certains de ces auteurs que vous souhaiteriez me recommander. Bon, après pour Cassandre O'Donnell, je les ai tous. Donc de ce côté-là, c'est pas la peine de me le recommander parce que je les ai déjà tous ces romans. Mais voilà, sinon n'hésitez pas, faites-vous plaisir, laissez-moi vos suggestions en commentaire et n'hésitez pas à me dire quelles sont vos dernières lectures, qu'elles aient été excellentes, bonnes ou mauvaises. Voilà, je vous souhaite un excellent mercredi, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.